Troisième table ronde sur les défis d'une finance européenne résiliente. Nous avons vécu il y a 8 mois un double choc, un choc aux États-Unis avec la faillite de banques moyennes, mais tout de même importantes comme SVB et pas seulement, et puis en Europe la chute de Crédit Suisse. 15 ans après la panique Lehman Brothers, il y a encore des ajustements à faire pour que la finance soit solide. C'est vrai aux États-Unis, c'est peut-être vrai aussi en Europe. Or, nous allons avoir besoin d'une finance solide pour financer la transition, comme nous l'avons vu dans la table ronde précédente. Et pour faire le lien, je vais commencer avec vous, Alain Papias. Vous êtes l'un des dirigeants de BNP Paribas, mais vous intervenez ici sous votre casquette comité de pilotage de Paris Europlace. Et donc, ces financements très importants qu'il va falloir mobiliser pour la transition, comment on va les trouver? Quels sont les obstacles majeurs, au-delà de ce qui a été dit dans la table ronde précédente, qui vous paraissent nécessaires de surmonter? Alors, le surmonter, ça va être compliqué parce que je pense que le sujet, il n'est pas totalement entre les mains des régulateurs et de la Commission européenne, il est entre les mains des politiques, des chefs d'État. En gros, c'est quoi le sujet ? Les autorités, quelque part, ont imaginé Bâle 3, premier acte, si je peux dire, dans les années 2010, après que les chefs d'État et de gouvernement aient constaté en 2008 que la petite crise financière qu'on avait vécue avait failli mettre en l'air toutes les économies du monde entier, avec une crise financière sans précédent. Et donc, le motto à l'époque était « plus jamais ça ». Bon, donc on a mis en place un cadre réglementaire qui a quand même un certain nombre de vertus, mais à l'époque où Bâle 3 a été prévu quelque part, la transition énergétique, on en parlait vaguement, et la transition digitale, très peu. Alors, les chiffres sont assez simples quand j'écoute les organisations professionnelles. L'Europe bancaire fait 500 milliards de financement par an, en moyenne. On sait que les derniers ajustements de Bâle 3 vont vraisemblablement réduire cette capacité à capital équivalent de 5, 6, 7%. Il n'y a pas d'études très précises. Donc on va descendre à 460, 470 milliards de capacité. Et puis, entre-temps, la Commission européenne, tous les ans, revoit ses chiffres de financement de la transition énergétique à la hausse. On est à plus de 350 milliards. Et si on écoute le commissaire Breton, la transition digitale, c'est 100 milliards. Donc va y avoir à partir de 2026, 27, 25, on ne sait pas très bien, un besoin de financement de 900 milliards. Les banques peuvent faire 450, 500 milliards. Et l'Union des marchés de capitaux est enlisée depuis l'origine avec à peu près pas de résultats. Donc, à mon avis, quand on me pose la question en me disant ça devrait être quoi le mandat de la Commission européenne, je pense qu'au-delà du mandat de la Commission, le problème c'est le chef d'État. Et ils devraient se dire, comme ils avaient dit plus jamais ça, ils devraient se dire surtout pas ça. Et comment on travaille au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Europe pour retravailler le sujet en disant si on a un besoin de 900 milliards et que le système bancaire qui reste à 80% le financement de l'économie n'est capable de faire que la moitié, il va falloir trouver les 400 milliards ailleurs. Donc ça voudrait dire accélérer, je dirais, full speed sur l'union des marchés de capitaux, puisque de fait il y a eu très peu d'avancées depuis le Brexit, puisque c'était quand même le commissaire Hill qui faisait avancer les choses. Donc depuis on est quand même un peu encalaminé. Et ça rejoint le premier débat que vous avez eu, qui est le sujet de la souveraineté. L'Europe ne peut pas accepter d'être totalement dépendante d'une partie du système financier mondial alors qu'elle a un excédent d'épargne, que cet excédent d'épargne est en grande partie, pour partie en tout cas, investi aux États-Unis. Donc c'est un sujet politique. Et après, une fois que les politiques se seront mis d'accord sur la vision d'une Europe souveraine capable de financer sa transition, mais également ses entreprises, de décider avec la Commission et avec les autorités de réglementation quel cadre pour l'Europe pour permettre d'achever ça. Je pense que si on ne fait pas ça, le wake-up call, comme disent les non-anglo-saxons, va être extrêmement pénible. Et c'est pour ça qu'Europlace, non pas lobby, mais alerte sur le fait qu'il y a urgence. Et qu'autrement, on risque d'être amené à faire des arbitrages qui pourraient consister, par exemple, au vu des réglementations, à faciliter le financement de la transition énergétique, très très bien, mais de couper tout le reste.
Et je pense qu'il faut que les corporates également prennent conscience que ce n'est pas le lobby bancaire qui plaide pour lui, c'est eux qui devraient plaider pour que le coût du crédit ne s'envole pas, car s'il y a un énorme déséquilibre entre la demande et l'offre, en principe, dans un marché bien organisé, les prix montent et montent considérablement. Voilà. Bon, donc on aura besoin d'une finance encore beaucoup plus résiliente en 2025, 26, 27. On ne sait pas bien quand, mais ça va être absolument nécessaire. Alors, Emmanuelle Assouan, vous êtes directrice générale de la stabilité financière à la Banque de France. Face à ce paysage que vient de nous décrire Alain, et face à ce qu'on a vécu depuis 8 mois, vous avez regardé de très près ce qui s'est passé de part et d'autre de l'Atlantique. Quel diagnostic que vous faites sur la résilience après ces événements, 8 mois après ces événements, et puis 15 ans après ce qui s'est passé, et qu'on s'est promis de ne plus jamais revivre. Merci beaucoup. Alors, on est dans une situation très, très surprenante d'une certaine façon, de résilience vraiment consensuelle au titre de la finance, et plus particulièrement d'un certain nombre de grands acteurs de la finance en Europe, du secteur bancaire. On a eu quand même une série depuis 2020 très catastrophique d'accumulation de crises, et on se situe dans un moment où, notamment du côté du secteur bancaire, qui constitue une grosse partie du financement de l'économie réelle, avec un actif qui est très solide. C'est un actif qui est très solide parce que finalement le secteur réel, les ménages, les entreprises non financières sont aussi dans une situation très réelle. Il y a des facteurs de résilience qui sont liés d'une part à l'épargne qui a été accumulée par les différents ménages et entreprises au cours des 3 dernières années. Il a été mentionné que le taux d'épargne restait très important, 17% par exemple en France versus une moyenne de 14%. On a une condition des revenus, aussi bien du côté des marges des entreprises que du côté des ménages, avec un marché de l'emploi très dynamique qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs dizaines d'années au niveau de l'Europe, aussi résilient, qui fait que l'ensemble de l'actif des entreprises bancaires a un coût du risque tout à fait minime actuellement, et c'est ce pour durer. Il y a une autre dimension, c'est la structure de la dette et de l'endettement de ce secteur économique réel, qui est un endettement pour beaucoup en France, d'abord à taux fixe. C'est vrai pour les entreprises, avec une dette qui est à moyen et long terme, même si 55% du crédit bancaire a vocation à être refinancé d'ici 2025. Et puis du côté des ménages, c'est 98% de la dette associée au crédit immobilier qui est à taux fixe et qui protège énormément le bilan de ces acteurs. Du côté du passif, on a aussi un paysage très favorable, avec des sources diversifiées de financement qui placent notamment les banques françaises, mais européennes de façon générale, dans une situation très différente de celle qu'on a pu voir, notamment du côté de Crédit Suisse, mais aussi des banques régionales que vous mentionniez, avec un contexte de gestion des risques financiers qui était assez déplorable, et des modèles d'affaires qui ne sont pas du tout comparables à ceux des modèles d'affaires des banques universelles que nous connaissons. Puis il y a une dimension qui est non négligeable, et là je vais revenir sur les aspects de réglementation et de supervision qui ont été un peu malmenés, notamment au cours de la première table ronde. C'est qu'une grosse partie de cette résilience, elle est liée, et on l'assume, à une réglementation exigeante et à une supervision active. Certains diront même intrusive, et on l'assume, et on peut même le brandir comme un étendard de la résilience de l'Union européenne. Parce que post-SVB, post-Crédit Suisse, une semaine après, j'exagère à peine, vous y étiez comme moi, les incidences et les répercussions étaient absolument minimes. Et pour ceux qui, comme beaucoup d'entre nous ici, ont connu du Lehman Brothers en 2008, c'était invraisemblable d'avoir une GSIB de la taille de Crédit Suisse qui disparaissent sans aucun remous derrière. Donc on a une réglementation en Europe qui s'applique à 2000 banques
européenne, là où aux États-Unis, c'est 13 institutions dites systémiques qui se voient appliquer les standards bâlois. C'est une option que nous avons prise dans le sillage de la crise des dettes souveraines et de la dette des crises bancaires européennes. Et ça a un coût, mais ça a un coût assurantiel qui nous a énormément protégés, notamment depuis mars. Et qui fait que la gestion des risques de taux d'intérêt, la gestion de la liquidité est performante dans le système bancaire européen. Et puis il y a une supervision qu'on a décidé de confier à la BCE, notamment pour éviter des captures du superviseur qu'on avait pu constater dans certains pays européens, bien entendu pas en France, qui rendent cette supervision intrusive, exigeante, aussi très protectrice pour la poursuite et le caractère pérenne et solide du financement de l'économie réelle. Alors il ne faut pas qu'on soit complaisant, parce que le système financier, ce n'est pas que les banques, on l'a entendu. Il y a tout un volet associé à la NBFI, ce qu'on appelle essentiellement les fonds, qui a vocation à être un peu plus consolidé. Il y a des risques de liquidité, des risques de levier qui ne sont pas bien maîtrisés, notamment dans des fonds pas forcément français, européens, mais compte tenu des relations avec les fonds étrangers non domestiques, notamment pour les banques européennes, c'est un point d'attention importante et qui mérite aussi une réglementation plus conservatrice. Le FMI a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme le mois dernier sur cette partie-là. Donc message plutôt rassurant, plaidoyer pour la réglementation, mais évidemment de votre part, on ne s'attendait pas à quelque chose de très différent, mais un message rassurant sur l'état du système financier français européen par les temps qui courent. Je pense que c'est toujours bon à prendre. Julien Benita, vous êtes partenaire de TNP Consultant. On va descendre avec vous un petit peu vraiment dans les rouages des banques. Bon, même si ça va plutôt bien, comme le dit Emmanuel, on sait qu'il va falloir trouver de l'argent, on sait qu'il va falloir de la résilience. Et quels sont comment renforcer la résilience d'un système qui paraît déjà, d'après ce que nous dit Madame Assouan, déjà relativement solide, mais il va falloir faire davantage pour les défis qu'évoquait Alain. Bonjour à tous et merci de me donner la parole sur cette question qui est essentielle. En effet, on l'a vu, on peut le souligner, il y a eu un assainissement, Emmanuel venait de le rappeler, et on a traversé les récentes crises globalement en Europe avec succès. Néanmoins, si on regarde la performance économique, les indicateurs financiers des banques européennes, et qu'on les compare aux banques américaines, force est de constater qu'on reste en retrait. Prenons quelques chiffres. On a en 2022, les banques européennes, si on prend les 10 plus grosses, un coefficient d'exploitation qui tourne autour de 57%, contre 65% pour les américaines. On a un ROE qui difficilement atteint les 7,6 aussi en 2022, contre 10 pour les américaines. Donc on se rend compte qu'on a un sujet de profitabilité devant nous, et donc effectivement il faut descendre dans les rouages. Et bien sûr, comme Madeleine et Philippe le soulignaient tout à l'heure, il s'agit d'aller chercher, transformer les modèles économiques, bien sûr. Il s'agit aussi d'aller chercher du soutien politique et d'avoir une réglementation adaptée, mais aussi, et ça concerne chacune des banques, être capable de se doter d'un dispositif de maîtrise de son efficacité opérationnelle. Alors, ça paraît très, j'enfonce une porte ouverte, un dispositif de maîtrise de l'efficacité opérationnelle, c'est maîtriser sa base de coûts, et une base de coûts maîtrisée, plus transparente, plus prévisible, plus variabilisée, a des impacts assez évidents sur les indicateurs financiers qu'on vient de voir ici. Donc, c'est assez binaire et assez direct. En optimisant ses coûts, évidemment, on améliore la santé financière. Mais pas que. Il y a plein d'effets, de side effects, ou même plus que ça, des effets structurants derrière cette recherche d'efficacité. D'abord, c'est une manière d'aller soutenir les ambitions, le développement commercial des banques européennes.
Alors, bien sûr, des nouveaux produits, mais être capable d'en générer de manière agile et efficiente, modulaire, avec un coût relativement marginal, être capable d'aller prendre des décisions, de s'implanter, on le disait tout à l'heure avec Benoît, hors de l'Europe s'il le fallait, là aussi avec un coût maîtrisé et marginal, et aussi prendre des décisions peut-être de renonciation. Sur des activités qui marchent moins bien, être capable de les voir, d'observer leur performance et d'y renoncer. Ça sert aussi, cette efficacité opérationnelle, à mieux se conformer aux risques et aux réglementations. Parce que là aussi, des processus sains, transparents, maîtrisés, permettent assez rapidement de peut-être moins subir, ou en tout cas avec un coût plus maîtriser les impacts de cette réglementation dans les processus, dans les systèmes d'information. Ça permet aussi, en transparence, toujours sur le sujet des risques, d'avoir une vue, et ça, depuis Kerviel, on a eu tendance à rajouter des contrôles. Je parle de la banque d'investissement que je connais bien. On a eu tendance à rajouter des contrôles les uns sur les autres pour être ceinture, bretelles, parachute, et ne rien laisser passer. Lorsqu'il s'agit de retirer un contrôle, c'est différent. Il y a beaucoup moins de monde et les circuits de validation sont extrêmement longs, souvent parce qu'on a peur d'un effet domino et de retirer une brique essentielle. Là aussi, avoir une efficacité opérationnelle dans nos chaînes de valeur, front to back, to compta, to risque, permet de bien comprendre où sont les enjeux et où sont les risques. Et puis, bien sûr, c'est aussi une manière de redonner du sens aussi aux salariés, que cette efficacité leur permette de mieux se concentrer sur leurs activités à forte valeur ajoutée et à l'inverse, pouvoir s'abstenir des tâches les plus opérationnelles. Ça impose, vous l'avez vu, cette mise en efficacité, beaucoup de transparence des banques, une capacité à s'extraire du spécifique, à adopter le standard, mais tout en conservant les valeurs de la banque, et ça c'est un challenge pour nos banques européennes. Alors Julien, vous parliez des différences entre le versant américain et le versant européen. Cécile Radcliffe, vous travaillez en Europe pour une grande banque américaine, Citi, puisque vous êtes directrice générale de la filiale française. Alors vu de la finance américaine, le grand événement en Europe depuis 10 ans, ça a été évidemment le Brexit. Et on a vu qu'un certain nombre de banques américaines avaient fait le choix de transférer leur activité de marché plutôt vers Paris. Pas toutes, mais une partie importante. Et pourquoi? Quel signal ça nous envoie? Bonjour à tous, ravie d'être ici. Je suis représentante d'une banque américaine, mais surtout d'une banque internationale, et c'est comme ça qu'on se voit à Citi. Et vraiment, notre positionnement, c'est d'être dans près de 100 pays et de pouvoir accompagner nos clients partout à l'international. Et on est aussi une très grosse banque européenne. On est présent dans 20 pays d'Europe. On a une des plus grosses présences européennes physiques. Plus de 15 000 personnes, donc c'est vraiment on ne se voit pas comme une banque américaine, même si effectivement on est sous la réglementation américaine et également européenne. On est une banque systémique en Europe, donc on est régulé par l'ECB et on a toutes les contraintes réglementaires. Mais c'est vrai qu'en tant que Française et Européenne, j'étais ravie de voir que Paris a gagné, comme Augustin Le Romanet le disait, a gagné la bataille en termes de choix post-Brexit, de l'implémentation des activités de marché, notamment des grandes banques internationales. Aujourd'hui, c'est vraiment un fait. Toutes les grandes banques internationales, quasiment toutes les grandes banques internationales qui avaient des activités de marché importantes ont choisi Paris pour transférer leurs traders et leur staff. Même si au départ, honnêtement, c'était pas à Paris qui était gagné. Ce qui a fait la différence, parce qu'au départ, avec le gouvernement socialiste a effrayé quand même beaucoup les Américains d'investir à long terme en taille en France. L'arrivée du président Macron et toutes les mesures pro-business que le président Macron a fait
ont eu un très gros impact. Donc même si au départ on a tous quasiment établi notre filiale à Francfort, avec les mesures qu'a pris le gouvernement en termes de réforme du droit du travail, réforme de la fiscalité, même la mise en place du régime d'impatriation qui était quand même très attractif. Ça fait prendre conscience aux banques américaines qu'en réalité, Paris avait une compétitivité face aux autres pays européens, et notamment face à l'Allemagne, qu'il fallait prendre en cause. Mais à la fin des fins, ce qui a vraiment fait la différence, plus que tout, moi je l'ai vu, parce que je l'ai mis en place chez Citi, et j'ai dû convaincre aussi, moi, pourquoi choisir Paris. Ce qui avait vraiment fait la différence, c'est vraiment la base de talent en France comparée aux autres pays européens. Et à la fin des fins, c'est vraiment les aides de business dans chacun des lignes métiers. Ils réfléchissaient uniquement sur la base de où est-ce que je peux recruter les meilleurs talents. Si je perds mes talents au bout d'un an, où est-ce que je pourrais le remplacer plus facilement, où est-ce que je peux recruter des écoles, des juniors avec des compétences. Et ça a été finalement le critère dominant pour le choix de Paris. Après, il y a bien sûr d'autres critères, l'attractivité de Paris, culturelle, etc. Le fait que Paris, en termes de positionnement géographique, avec un accès très facile à toutes les autres grandes capitales, notamment Londres, mais toutes les autres grandes capitales, ça a joué également. Mais maintenant qu'on est tous là, et qu'on a vraiment bougé en masse, il faut s'assurer qu'on continue à être suffisamment compétitif pour continuer à attirer les investissements des grandes banques. Parce que ce n'est pas les banques américaines contre les banques européennes, c'est vraiment renforcer l'attractivité de l'Europe, pouvoir financer encore plus tous les grands acteurs européens pour contribuer à la croissance de l'Europe, et tout le monde est gagnant. Toutes les banques sont gagnantes. Et c'est ce qu'on souhaite, vraiment. Et pour nous, ce qui fait vraiment la différence là-dessus, c'est ce qui a été vraiment martelé au cours de toutes ces discussions. La grosse différence entre la puissance des États-Unis, du marché américain et du marché européen, pour moi, c'est vraiment la profondeur des marchés de capitaux aux États-Unis, la fragmentation des marchés de capitaux en Europe. Donc l'union des marchés de capitaux est absolument clé. C'est la base de tout progrès sur la compétitivité, notamment avec les enjeux de nouveaux financements de la transition, clairement. Et c'est aussi de pouvoir, l'autre grosse puissance des États-Unis, c'est de pouvoir mobiliser l'épargne par les fonds de pension au service de l'économie. Et ça rejoint bien sûr les marchés de capitaux, mais ça rejoint toute la réglementation autour de l'épargne, rendre l'attractivité de l'épargne, de la mobilisation de l'épargne européenne, qui est très, très importante, qui n'est pas suffisamment bien mobilisée pour le financement de l'économie. Merci de votre message positif. Donc, mobilisation de l'épargne européenne et puis union des marchés de capitaux qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Évidemment, ça n'est pas un hasard. Alain, pour avancer, juste en 2 ou 3 phrases, qu'est-ce qui est le plus important ? Je reviendrai 2 secondes sur ce sujet de souveraineté. Je pense que 2024 va être une année critique, non pas parce qu'il y a les élections américaines, mais parce que l'événement géopolitique de 2024, c'est malheureusement pas la guerre en Ukraine, c'est pas la crise en Israël, c'est pas Taïwan, c'est l'élection américaine. En fonction de qui va être élu à la présidence des États-Unis, soit on va continuer un peu comme aujourd'hui, soit il y a 3 executive orders qui vont être publiés par un potentiel président américain. Le premier, c'est de jeter à la poubelle tous les textes sur l'ESG, puisque ça a déjà été déclaré, et donc de pomper un maximum de pétrole de schiste de manière à avoir l'énergie la moins chère au monde pour favoriser l'économie américaine. Deuxièmement, c'est de renforcer l'IRA
whatever it cost, parce que c'est un moyen de réindustrialiser l'Amérique avec un peu de subventions américaines, mais beaucoup d'investissements étrangers. Et troisièmement, c'est de déréguler un maximum, puisque tout le monde sait que le désastre SVB est lié quelque part à l'administration Trump, puisqu'on avait décidé qu'en dessous de 200 milliards, c'était pas systémique. Et comme disent les anglo-saxons, the proof is in the pudding, c'est que ça a occupé la fête pendant quelques week-ends pour un truc qui n'était pas censé être systémique. Donc je pense que le sujet géopolitique de l'année, c'est l'élection américaine, et que l'Europe, quelque part, pour revenir sur le premier débat, devrait se préparer à deux options. Il y a l'option dans la continuité, c'est-à-dire une présidence démocrate plutôt ouverte sur le monde, même s'il y a quand même toujours un peu d'isolationnisme, ou une présidente républicaine qui va mettre l'isolationnisme au cœur du débat, et il faudra qu'on finance l'économie avec des Américains un peu plus lointains. Et puis deuxièmement, risque de nous tomber dessus le financement tout seul de l'Ukraine, puisque les républicains ne se sont pas cachés que c'est quand même très loin de leur base. Ils ont compris que c'était à 2h30 de vol de Paris, mais c'est à 10 heures de vol de Washington. Donc c'est quand même un sujet, on mettra l'argent dans autre chose. Donc je pense que le sujet pour l'Europe, c'est celui-là. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas un sujet de réglementation. Je pense que les chefs d'État doivent mettre ça on top of the agenda, autrement on risque de connaître des périodes difficiles, et de demander dans ce cas-là à la Commission et aux régulateurs, par rapport à l'horizon de temps et quelque part au plan, c'est quoi les priorités? Et la priorité, c'est la souveraineté européenne financière. Si on n'a pas ça, tout le reste, le financement de la transition, etc., risque d'être un désastre, surtout que ne vous a pas échappé qu'il y a quand même des gens au Parlement européen qui trouvent que déjà le Next EU Generation, c'est quand même l'eau est pas chère, le tripelet des Allemands et d'autres pour financer, et que ce tripelet synthétique coûte un peu cher. Et donc il ne faut pas que l'Europe se fragmente plus qu'elle ne l'est déjà. Donc je pense qu'il y a un besoin de sursaut absolue, c'est une urgence absolue. Europlace, mais aussi l'AEFR, parce que je vois à mon avis Pervenche là, on le répète à tous les politiques qu'on peut voir en disant oui, la transition énergétique c'est majeur, mais la souveraineté financière de l'Europe, c'est le sujet numéro 1 que le Conseil européen devrait mettre sur l'agenda des prochains mois. Donc une locomotive européenne, pour reprendre le mot qu'avait employé Augustin, face aux défis américains qui sont encore en pointillé. Julien, priorité pour les banques, là aussi très rapidement. Je vais être très rapide et éviter d'enfoncer des portes ouvertes. Bien sûr, la transformation des filières numériques reste une priorité. Je vais juste citer le CEO d'une grande banque qui sans doute, de manière un peu provocante, m'a avoué que la seule raison d'être des opérations était de pallier aux carences des systèmes d'information ou à leur déficit d'adoption par les clients ou par les employés. Bon, c'est un peu provocateur, mais ça montre bien que le nerf de la guerre se situe dans la maîtrise de ces chaînes IT et qu'elle traverse les organisations de bout en bout. Alors on a des moyens qui ont plus ou moins marché, je pense au RPA, qu'elle effectivement fonctionne bien pour des tâches routinières et peu évolutives, mais ce n'est pas tellement le cas des banques, donc on voit les limites. Sans doute l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui on ne peut pas confier, et heureusement, une responsabilité de bout en bout, elles peuvent faciliter les prises de décision ou accélérer certains processus. Voilà, donc clairement, la refonte des filières numériques est un point. Le deuxième sujet, qui est peut-être plus nouveau, que je vois de plus en plus apparaître, c'est l'externalisation. Le post-trade as a service, le finance as a service, le risque as a service, qui permet d'une part aux plus petits acteurs de s'affranchir des coûts d'investissement monstrueux du ticket d'entrée pour pénétrer cette industrie, et aux plus gros acteurs de rentabiliser des chaînes sur lesquelles ils ont déployé d'immenses investissements. L'Europe est très en retrait là-dessus par rapport aux anglo-saxons qui dominent ce marché aujourd'hui. Sans doute, certains diront un requin dans l'aquarium, mais
on a, et je pense les majors européennes ont sans doute une place à jouer et pas laisser l'industrie dominée par les Américains là-dessus. Et enfin, bien sûr, on est sur les talents, puisque la base de coût d'une banque reste pour les 2/3 composée de staff cost ou assimilée. Et donc là aussi, on a un sujet d'attractivité de l'industrie. On prend les étudiants des top schools françaises, allemandes et hollandaises. Il n'y a aucune banque dans les 10 employeurs préférés en 2021. Donc on a un vrai sujet de carence. Voilà, donc la formation, le recrutement, l'attractivité sont des leviers à privilégier. Merci. Cécile, pour vous, vous avez évoqué à la fois ce qui s'est passé, vous avez dit qu'on pouvait faire mieux. Un point de progrès, ce serait quoi ? En point de progrès, effectivement, pour nous, c'est hyper important de pouvoir démontrer la rentabilité du modèle bancaire européen. Parce que, comme vous l'aviez indiqué au départ, les niveaux de rentabilité des banques en Europe comparés aux banques aux États-Unis est très différent. Et pour ça, il y a des leviers. Il faut continuer à améliorer la fiscalité. On reste quand même, malgré toutes les réformes du gouvernement, le coût social reste élevé, le coût de séparation aussi, et la complexité de séparation. Et dans la banque, on est dans une industrie très cyclique, donc on est obligé de pouvoir adapter ses équipes, et ça c'est une vraie contrainte. Donc vraiment améliorer toute l'attractivité fiscale est clé. Le régime d'impatriation a été un élément important. Le fait qu'il n'y ait pas de portabilité du régime d'impatriation, c'est très contraignant dans la gestion des talents. Ça crée des barrières à l'entrée, ça enlève l'efficacité du marché de recrutement. Donc ça, c'est des pistes d'amélioration pour rendre Paris, pour continuer à rendre Paris très attractif. Emmanuel, vous avez entendu un certain nombre de points sur la réglementation, sur même les frictions que ça cause, même si c'est très bien d'avoir des réglementations solides. Qu'est-ce qui vous permet d'espérer, comment vous pensez qu'on va avancer sur cette question de la résilience ? La résilience, il va falloir avancer. On a un agenda au niveau Eurosystème et plus largement financier public autour des fondamentaux et notamment autour de la monnaie. On avait perdu de vue depuis assez longtemps, c'était un acquis, un bien commun. L'euro, c'est quand même ce qui permet de mettre ensemble via la monnaie centrale l'ensemble des monnaies commerciales, ce qui fait l'unicité et la convertibilité au pair de chacune des monnaies commerciales qui sont traitées par chacune des banques avec leurs clients. Et en fait, il y a un certain nombre de coups de butoir qui sont portés à cette unicité de la monnaie et qui reposent en question l'ensemble du socle de solidité financier et des paiements pour l'Europe. Donc on a un agenda qui s'articule autour de la monnaie numérique de banque centrale dans la sphère numérique, avec deux piliers, l'euro numérique. On a entendu parler tout à l'heure dans la première table ronde des problématiques que ça pouvait faire poser aux banques. On est au contraire convaincu que c'est un élément fondamental de leur capacité d'action et de notre souveraineté des paiements financiers en Europe. Et puis il y a tout le volet financier de la monnaie numérique de banque centrale comme actif de règlement qui doit nous permettre de porter dans la sphère de la finance tokenisée la monnaie banque centrale qui est quand même l'actif de règlement le plus sûr, notamment par rapport à des stablecoins. Donc ça, c'est le premier volet de l'agenda, le soubassement de la résilience des paiements et de la finance incontournable. Et ensuite, le deuxième volet, c'est, je vais rejoindre le concert au titre de la Capital Market Union et de la nécessité de mobiliser l'épargne brute qui est de 3 000 milliards pour financer les transitions, notamment la transition climatique qui demande des besoins colossaux qui ont été déjà nommés. Et un dernier point,
On est très ambitieux, on a vocation à l'être, on a un bel écosystème européen en termes de finances, banques et finances de marché. Il faut qu'on ait l'ensemble des outils, et notamment la compensation centrale, dans un contexte de remontée de taux d'intérêt, le fait que nous soyons en Europe complètement dépendants d'une seule chambre de compensation à Londres, qui n'est pas sous réglementation européenne, est un vrai problème. Merci. Je pense qu'on a du temps pour prendre peut-être une ou deux questions juste. Si vous avez des questions, certains des intervenants des tables rondes précédentes sont encore là. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Monsieur? Non? Hop, madame? On va peut-être vous donner un micro. Oui, Paulina Bogoyavlenskaya, je fais du financement chez Racine, le cabinet d'avocats. Oui, je vais avoir une question en plus aux membres de deuxième table ronde. Donc Véronique qui est à côté de moi et Philippe. Par rapport aux problématiques justement de financement de transition énergétique. Effectivement, il y a des problèmes de réglementation qu'il faut adapter. Moi, côté privé, on voit de plus en plus les institutions financières et les investisseurs imposer, donc déjà pour pouvoir publier sur les SSL, et notamment imposer les critères ESG aux emprunteurs. Est-ce que c'est pas un moyen pour l'instant, les KPI, enfin les critères restent assez flous et on voit beaucoup des critères sociaux. Est-ce que on voit pas déjà une amélioration depuis que les banques imposent ces critères ESG aux emprunteurs, même pas dans le secteur d'énergie? Et est-ce que c'est pas un moyen de définir les critères plus clairs et plus définis concernant la décarbonisation pour justement oui. pour justement pousser les entreprises de participer dans cette transition? Madeleine ou Philippe, est-ce qu'on peut vous apporter un micro? Oui, merci beaucoup. Alors, c'est une question extrêmement centrale. Je pense qu'il faut commencer par le basique, c'est qu'on est tous le scope 3 des autres. Dès lors qu'on est le scope 3 des autres, ça signifie que dès lors que tout un chacun s'engage sur une trajectoire et publie des objectifs, on a besoin en retour d'avoir des informations extrêmement claires sur concrètement l'impact des acteurs qu'on va financer, soit par des crédits, soit par de l'investissement. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est normal que, comment dirais-je, la production de data granulaire et de qualité ruisselle dans tout le système économique. Et on dit cela, évidemment, il y a un coût de transition, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir que tout un chacun s'équipe en système d'information, soit aidé par également nos commissaires aux comptes qui devront faire engagés un contrôle limité et pas un contrôle exhaustif, précis, granulaire comme certification des comptes. Mais en tout état de cause, ce que vous décrivez me semble une évolution tout à fait inéluctable et normale. Emmanuel, un mot là-dessus. Un tout petit mot pour vous dire, peut-être que vous savez déjà, que la Banque de France développe un indicateur climat. On a une cotation crédit de longue date dans le cadre de la politique monétaire. Et le besoin est là pour les entreprises non financières. On cote 300 000 entreprises en France pour mesurer justement leur situation au titre du risque de transition, du risque physique et de la gouvernance. C'est un indicateur qui sera partagé avec les banques, comme c'est le cas pour l'indicateur crédit, notre FIBEN, et qui nous servira aussi pour la politique monétaire à un stade ultérieur. Donc on va devoir s'arrêter là. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos interventions et pour vos réactions.